À 4h30 du matin, des phares glissent sur les murs de la pichonnière. Dans les prés encore noirs, près de 700 agriculteurs avancent vers la ferme de Jean Gabin. Le visage du quai des Brumes est de toucher pas au Grisby. À l'écran, personne ne lui résistait. Ici, il voulait seulement être reconnu comme l'un des leurs. Pourquoi la terre qu'il avait tant aimée allait-elle lui rappeler qu'il restait un étranger? Cette nuit de 1962 allait rouvrir une blessure jamais refermée. Bien avant les plateaux de cinéma, Jean Moncorgé connaît déjà l'odeur de l'herbe humide. Il grandit à Mériel, au nord de Paris, dans un décor encore rural. Les chemins y sont bordés de champs. Les journées suivent le rythme des saisons. Cette campagne ne quittera jamais vraiment celui que la France appellera bientôt Jean Gabin. Lorsque le succès arrive, tout s'accélère. Dans les années 1930, son visage envahit les écrans. Il devient le déserteur de Quai des Brumes, le mécanicien de La Bête humaine, l'aventurier de Pépé le Moco. Il joue des hommes qui parlent peu, mais dont chaque silence semble contenir une vie entière. Le public reconnaît quelque chose de familier en lui. Gabin ne ressemble pas au prince du cinéma. Il porte la casquette, la veste de travail, le regard fatigué de ceux qui se lèvent tôt. Sur l'écran, il devient un enfant du peuple français. Puis la guerre interrompt cette ascension. Jean Gabin quitte les studios. Il rejoint les forces françaises libres et participe au combat jusqu'à la libération du pays. Lorsqu'il revient au cinéma, le monde a changé. Son visage aussi. Il n'est plus le jeune premier mélancolique d'avant-guerre. Ses cheveux blanchissent. Ses traits se durcissent. Pendant quelques années, les producteurs hésitent. Le héros romantique semble avoir disparu. Mais Jean Gabin ne cherche pas à redevenir celui qu'il était. En 1952, il commence à acquérir des terres dans l'Orne. Près de Moulins-la-Marche, les parcelles se rassemblent progressivement autour d'un domaine qui portera le nom de la Pichonnière. Au début, il n'y a pas de légende. Il y a des fossés à creuser, des chemins à rendre praticables, des bâtiments à réparer, des clôtures à poser. Certaines terres doivent être assainies avant de pouvoir nourrir correctement le bétail. Gabin engage des ouvriers et des spécialistes. Il suit les travaux. Il apprend les exigences de l'élevage. L'argent gagné devant les caméras repart presque aussitôt dans les prés. Chaque nouveau film finance une nouvelle amélioration. En 1954, Touchez pas au Grisby le ramène au sommet. Le public découvre un autre Gabin, plus âgé, plus calme, plus imposant. Le succès lui rend sa place dans le cinéma français. Mais dans l'Orne, ses journées ne ressemblent pas à celles d'une vedette revenue au premier plan. Il marche dans les herbages. Il inspecte les bêtes. Il parle avec les employés. Il observe les naissances, les maladies, les récoltes et la météo. Ses bottes s'enfoncent dans la terre que ses films permettent d'acheter. La pichonniere grandit. Au fil des années, l'ensemble approche les 300 hectares. Le domaine abrite environ 230 bovins. Une quinzaine de chevaux de course complètent l'exploitation. Gabin développe également une écurie et s'intéresse sérieusement à l'élevage équin. Ce n'est pas un décor construit pour les photographes. C'est une entreprise coûteuse, exigeante, parfois incertaine. Les animaux ne connaissent ni les affiches ni les applaudissements. Un hiver difficile, une maladie ou une mauvaise récolte suffisent à bouleverser des mois de travail. Cette réalité semble lui convenir. À Paris, tout dépend de son nom. À la Pichonnière, les clôtures doivent tenir, que le propriétaire soit célèbre ou non. Alain Delon dira plus tard de lui, Jean était un grand timide. Derrière l'autorité du visage, Gabin protège sa vie privée. Sur ses terres, il peut s'éloigner des mondanités. Il construit une maison pour sa famille. Ses enfants grandissent entre les animaux, les champs et les allées du domaine. Peu à peu, une séparation s'installe. Jean Gabin appartient aux spectateurs. Jean Moncorgé appartient à la Pichonnière. L'un tourne avec les plus grands réalisateurs. L'autre se lève pour vérifier un troupeau. L'un entre dans les salles obscures. L'autre cherche une forme de stabilité dans la lumière froide des matins normands. Pourtant, sa réussite agricole attire l'attention. Gabin peut acheter rapidement. Il peut investir davantage qu'un exploitant ordinaire. Certaines parcelles lui coûtent cher, mais sa fortune lui permet de poursuivre. À mesure que son domaine s'étend, des voisins s'interrogent. Autour de la Pichonnière, le monde rural traverse une transformation profonde. Les petites exploitations peinent à survivre. La mécanisation exige des investissements. Les jeunes agriculteurs cherchent des terres pour s'installer. Certains attendent pendant des années. D'autres abandonnent.
Dans ce paysage fragile, les hectares possédés par un homme venu du cinéma prennent une signification nouvelle. Gabin voit des terres remises en état, des animaux élevés et une famille enracinée. D'autres voient des parcelles devenues inaccessibles. Pendant longtemps, ces deux visions coexistent sans se rencontrer. L'acteur poursuit ses tournages. L'éleveur agrandit son domaine. Dans les villages, son nom circule de plus en plus. Puis, au mois de juillet 1962, une enquête locale met des chiffres sur le malaise. Près de 2000 hectares seraient alors détenus dans la région par des propriétaires extérieurs à la profession agricole. Dans le même temps, plusieurs jeunes paysans ne parviennent pas à trouver une exploitation. Jean Gabin n'est pas le seul propriétaire visé. Mais il est le seul dont le visage est connu dans toute la France. Et pour ceux qui veulent forcer le pays à regarder la crise des campagnes, ce visage va devenir impossible à ignorer. À l'été 1962, la campagne française ne ressemble déjà plus à celle de l'enfance de Jean Gabin. Les exploitations s'agrandissent. Les machines remplacent peu à peu les bras. Pour rester rentable, il faut davantage de terre, davantage de matériel, davantage d'argent. Ceux qui possèdent déjà peuvent investir. Ceux qui débutent cherchent une ferme, parfois pendant des années. Dans l'Orne, la tension monte. Une enquête rendue publique le 25 juillet évoque près de 2000 hectares détenus par des personnes extérieures aux métiers agricoles. Dans le même secteur, 8 jeunes paysans ne trouvent pas d'exploitation pour s'installer. Les chiffres sont repris lors de réunions syndicales. Parmi les propriétaires cités apparaît Jean Gabin. Son domaine rassemble plusieurs exploitations. Certaines ont été rénovées. D'autres sont directement utilisées pour l'élevage. Mais dans le débat qui commence, cette distinction devient difficile à entendre. Un nom écrase tous les autres. Gabin. Son visage est sur les affiches. Sa voix passe à la radio. Ses films remplissent les salles. La presse nationale ne se déplacera peut-être pas pour une querelle locale entre propriétaires et jeunes agriculteurs. Elle se déplacera pour Jean Gabin. Les organisateurs comprennent la force de ce symbole. S'attaquer à l'acteur, c'est obliger Paris à regarder ce qui se passe dans les campagnes. Pour Gabin, pourtant, le reproche touche au cœur même de ce qu'il a construit. Il ne se considère pas comme un propriétaire absent. Il élève des animaux. Il finance les travaux. Il emploie du personnel. Il participe aux organisations agricoles. Lorsqu'il répondra publiquement aux accusations, il insistera sur ce point. Moi aussi, je suis syndiqué agricole. Mais cette phrase ne résout rien. Pour les jeunes exploitants, le problème ne dépend pas seulement du travail fourni par Gabin. Il dépend de la quantité de terre disponible et du prix qu'un homme fortuné peut accepter de payer. Même lorsqu'il cultive réellement, sa puissance financière modifie l'équilibre local. Deux vérités se font face. Gabin a transformé des terres et bâti une exploitation véritable. D'autres agriculteurs estiment que cette réussite ferme la porte à ceux qui veulent commencer. À la fin du mois de juillet, une action est préparée. Dans la nuit du 27 au 28, des véhicules prennent la direction de la Pichonnière. Ils arrivent par petits groupes. Des agriculteurs viennent de plusieurs communes. Certains portent leurs vêtements de travail. D'autres ont quitté leur ferme après la journée. Selon un récit publié plus tard par Patrimoine Normand, il est environ 4h30 lorsque les phares des voitures se reflètent dans l'armoire à glace du régisseur. Dehors, les moteurs continuent de gronder. Le régisseur comprend rapidement que ce rassemblement n'a rien d'ordinaire. Il traverse les prés encore sombres pour rejoindre la maison de Gabin. Dans le même temps, les employés prennent des précautions autour des chevaux. La propriété se remplit de silhouettes. Ils sont environ 700. 700 hommes dans la nuit, sur les terres de l'acteur le plus célèbre de France. À l'écran, Gabin a souvent joué des personnages que personne n'ose approcher. Des policiers, des truands, des patriarches. Des hommes qui imposent le silence rien qu'en entrant dans une pièce. Ce matin-là, aucun scénario ne le protège. Il ne peut pas quitter la scène. La scène, c'est sa maison. Lorsque le jour commence à se lever, les représentants du mouvement demandent à le rencontrer. 12 d'entre eux sont autorisés à entrer. Derrière eux, des centaines de paysans attendent autour du domaine. L'entretien dure environ 1 heure. Les versions divergent ensuite sur les demandes précises. Les manifestants affirmeront avoir voulu obtenir la mise à disposition de 2 exploitations pour de jeunes agriculteurs. Gabin contestera certaines formulations et refusera d'être présenté comme un homme qui chasse des fermiers de leurs terres. Ce désaccord deviendra central. Mais, à cet instant, l'essentiel est déjà accompli pour les organisateurs. La presse parle de la Pichonnière. La crise foncière de l'Orne a désormais un visage.
Et ce visage est celui de Jean Gabin. Dans les jours suivants, photographes et journalistes arrivent. Les titres opposent la vedette aux paysans. Certains articles décrivent un riche propriétaire accaparant les terres. D'autres rappellent les sommes investies, les emplois créés et les parcelles remises en état. Gabin tente de répondre. « Je veux être justifié des calomnies », déclare-t-il alors au Monde. Le mot est fort. Il ne parle plus seulement d'hectares. Il parle de son honneur. Tout ce qu'il croyait avoir prouvé par des années de travail semble soudain effacé par son nom d'acteur. Ses bottes sont couvertes de la même boue que celles des hommes rassemblés devant lui. Mais aux yeux d'une partie d'entre eux, elles restent les bottes d'une vedette. L'affrontement aurait pu s'arrêter avec le départ des manifestants. Il va au contraire se prolonger dans les journaux, les négociations et les tribunaux. Et bientôt, Jean Gabin devra choisir lequel de ces deux noms il veut défendre. Après la nuit de la Pichonnière, le calme ne revient jamais tout à fait. Les véhicules sont repartis. Les herbages ont retrouvé leur silence. Les chevaux sont revenus dans leur box. Pourtant, quelque chose s'est déplacé. Désormais, chaque hectare possède une signification publique. Chaque clôture peut être lue comme une frontière. Chaque achat devient un soupçon. Chaque déclaration de Gabin est examinée comme celle d'une vedette défendant sa fortune et non comme celle d'un éleveur protégeant son travail. L'acteur refuse cette image. Il rappelle qu'il n'est pas un spéculateur absent. Il affirme n'avoir expulsé personne. Il insiste sur les investissements réalisés, les terres assainies, les bâtiments restaurés et les troupeaux élevés. Mais le débat dépasse déjà son cas personnel. Pour les syndicats agricoles, Jean Gabin représente la concentration des terres entre les mains de ceux qui disposent de capitaux extérieurs à l'agriculture. Pour une partie de la presse, l'affaire oppose presque naturellement le riche acteur au petit paysan. La réalité est moins simple. Les manifestants ne nient pas tous le travail accompli à la Pichonnière. Ils contestent surtout le droit des personnes venues d'un autre milieu à exploiter elles-mêmes de grandes surfaces, alors que des jeunes du pays attendent une ferme. Gabin, lui, refuse qu'on lui retire le titre auquel il tient le plus. Éleveur. Il ne demande pas seulement qu'on reconnaisse son argent investi. Il veut que les années passées dans les prés comptent davantage que les affiches de cinéma. Pourtant, son nom le précède partout. Jean Gabin ouvre les portes des journaux. Jean Moncorgé, lui, reste presque invisible. L'affaire se prolonge. Une plainte est déposée après l'intrusion de juillet 1962. Les négociations sur l'avenir de certaines exploitations avancent difficilement. Même les demandes formulées cette nuit-là font l'objet de versions différentes. Selon les représentants agricoles, il s'agissait de libérer 2 fermes pour permettre l'installation de jeunes exploitants. Gabin conteste l'idée qu'il aurait refusé une proposition claire et raisonnable. Il estime que son domaine et sa réputation ont été attaqués injustement. 2 ans passent. En avril 1964, l'affaire arrive devant le tribunal d'Alençon. Jean Gabin s'y présente en personne. Dans la salle, les journalistes sont nombreux. Sa seule présence transforme l'audience en événement national. Une nouvelle fois, le cinéma entre avec lui. Les spectateurs voient l'acteur. Les photographes cherchent son visage. Les titres du lendemain sont déjà presque écrits. C'est alors qu'il prononce une phrase qui révèle toute la fracture de cette histoire. Ce n'est pas Jean Gabin, mais Moncorgé. Par ces quelques mots, il sépare publiquement ces 2 existences. Jean Gabin est le nom qui attire les foules, les caméras et les accusations. Moncorgé est celui qui possède les terres, élève les bêtes et veut régler un conflit agricole sans spectacle. Il annonce finalement qu'il retire sa plainte. Il explique ne pas vouloir que son nom devienne un obstacle aux discussions entre le monde agricole et le gouvernement. Le geste apaise la procédure. Il donne aussi l'image d'un homme qui refuse de prolonger l'affrontement uniquement pour sauver son orgueil. Mais retirer une plainte ne fait pas disparaître une blessure. La Pichonnière reste debout. Gabin continue à tourner. Dans les années suivantes, il impose définitivement cette silhouette de patriarche qui dominera le cinéma français. Manteau lourd, cheveux blancs. Regard dur, voix sans tremblement. Devant la caméra, son autorité devient presque absolue. Dans Le Président, Le Clan des Siciliens, La Horse ou Un singe en hiver, il incarne des hommes que les autres finissent par écouter. Des hommes enracinés, souvent liés à une maison, une famille ou une terre. Mais derrière ces personnages, la question de 1962 demeure. Peut-on décider soi-même du groupe auquel on appartient? Gabin peut acheter une exploitation, apprendre le métier, développer un élevage et partager les risques de ceux qui travaillent la terre. Il ne peut pas obliger les autres à oublier d'où vient l'argent. Et il ne peut pas effacer son visage. 14 années passent.
À l'été 1976, une sécheresse exceptionnelle frappe la France. Les prés jaunissent. Les réserves diminuent. Les éleveurs redoutent de ne plus pouvoir nourrir leurs bêtes. La crise touche directement la pichonnière. Selon son fils Mathias Moncorgé, un nouvel épisode ravive alors le souvenir de 1962. Gabin apprendrait qu'il ne bénéficierait pas du même traitement que les agriculteurs considérés comme appartenant pleinement à la profession. Les circonstances exactes doivent être rapportées avec prudence. Ce que la famille retient, en revanche, est une phrase. Mathias racontera plus tard que son père aurait murmuré « Ils ne veulent pas de moi ». Il n'y a plus 700 hommes autour de la maison. Il n'y a plus de phare dans la nuit. Il n'y a qu'une phrase très courte, prononcée 14 ans après l'affrontement. La blessure n'avait donc jamais disparu. L'homme que la France entière avait adopté n'avait toujours pas trouvé la certitude d'être adopté par la terre qu'il avait choisie. Peu après, selon le récit familial, la décision est prise de se séparer du domaine. Les clôtures, les bâtiments, les herbages, les troupeaux, tout ce que les films avaient permis de construire commence à s'éloigner. Et quelques mois plus tard, Jean Gabin quittera définitivement la terre ferme. À l'automne 1976, la pichonnière ne ressemble plus tout à fait au refuge imaginé 24 ans plus tôt. Les prés portent encore les traces de la sécheresse. L'herbe a perdu sa couleur. Les bêtes dépendent davantage des réserves. Dans les bâtiments, chaque geste rappelle pourtant l'ampleur du travail accompli. Les clôtures sont là. Les chemins aussi. Pendant des années, les cachets du cinéma ont payé les pierres, les fossés, les machines et le bétail. Jean Gabin a tourné pour entretenir une terre qui devait, en retour, lui offrir une vie loin des projecteurs. La séparation entre ces deux existences n'a jamais été aussi nette. À Paris, il demeure une institution. On ne lui propose plus de devenir une vedette. Il est devenu une part du cinéma français lui-même. Son visage suffit à donner du poids à un film. Sa voix impose le silence avant même que les mots soient prononcés. Dans l'Orne, pourtant, le nom de Moncorgé ne parvient pas à effacer celui de Gabin. Selon le récit de son fils Mathias, l'épisode de la sécheresse réveille en lui l'ancienne conviction d'être tenu à distance. La phrase rapportée est brève. « Ils ne veulent pas de moi ». Il ne s'agit pas d'une déclaration publique. Il n'y a ni journaliste ni tribunal. Seulement un homme âgé, sa famille et cette terre à laquelle il a consacré une part considérable de sa fortune. Peu après, la famille envisage la vente du domaine. Il faut rester prudent sur la chronologie exacte des décisions. Mais les témoignages familiaux associent clairement ce moment à la fin du rêve agricole de Jean Gabin. Ce qui avait commencé par l'achat de quelques parcelles devient désormais un ensemble à transmettre, à diviser ou à vendre. Les bottes sont toujours près de la porte. Mais l'homme qui les portait se fatigue. Le 15 novembre 1976, Jean Gabin meurt à Neuilly-sur-Seine. Il a 72 ans. La nouvelle traverse immédiatement la France. Les journaux rappellent les rôles. Les radios diffusent sa voix. À la télévision, les images en noir et blanc reviennent. Le port brumeux de Marcel Carné, le regard de Pépé le Mocco. Le silence de Max dans Touchez pas au Grisby. La silhouette lourde de Jean Valjean. La France pleure Jean Gabin. Mais ses proches doivent maintenant accomplir les dernières volontés de Jean Moncorgé. Il ne souhaite pas de tombe monumentale. Il ne veut pas rester sous une pierre offerte au regard du public. Celui qui avait combattu dans les forces françaises libres demande que ses cendres soient confiées à la Marine nationale. Le 19 novembre, le bâtiment militaire d'Étroyat quitte Brest. À bord se trouvent des membres de sa famille. Le navire avance vers la mer d'Iroise. Derrière lui, les quais s'éloignent. Le vent efface les bruits de la ville. Il n'y a plus de plateau, plus de domaine, plus de clôture à défendre. Les cendres de Jean Gabin sont dispersées au-dessus de l'eau, conformément à son souhait. Le choix de la mer peut surprendre. Pendant près d'un quart de siècle, il avait cherché son équilibre dans la terre. Il avait acheté des prés, élevé des bovins, suivi des chevaux et construit une maison familiale. Il avait voulu s'enraciner. Pourtant, sa dernière demeure ne possède aucune limite, aucune barrière, aucun titre de propriété. La mer ne lui demande pas s'il est acteur ou agriculteur. Elle ne distingue pas Jean Gabin de Jean Moncorgé. Elle reçoit simplement ce qu'il reste d'un homme que deux vies avaient longtemps partagé. La pichonnière survivra à son propriétaire. Les bâtiments changeront d'usage. Les parcelles auront d'autres noms. Les animaux disparaîtront peu à peu des photographies familiales. Mais l'histoire de ce domaine révèle quelque chose que les films ne montraient presque jamais. Derrière l'autorité, il y avait un homme qui cherchait un endroit où son nom ne serait plus une affiche. Derrière les costumes, une paire de bottes.
Derrière la vedette, un éleveur qui voulait que son travail suffise. Il avait été reconnu par des millions de spectateurs. Dans les salles obscures, personne ne contestait sa place. Sur les terres qu'il avait choisies, cette place resta toujours plus fragile. Le navire poursuit sa route dans la brume. Et derrière lui, la terre s'efface lentement. Il suffit parfois d'une phrase pour que tout un visage revienne. « T'as de beaux yeux, tu sais ». Dans le Quai des Brumes, Jean Gabin n'a pas besoin d'en dire davantage. Sa voix basse, son regard fixe, sa manière de retenir les mots ont traversé les générations. Pour des millions de Français, il restera aussi le truand vieillissant de Touchez pas au Grisby, le Jean Valjean des Misérables. Le commissaire Maigret, ou cet homme solide que rien ne semble pouvoir ébranler. Mais loin des studios, Gabin poursuivait un autre rôle. Celui-là n'était écrit par personne. Au début des années 1950, dans l'Orne, il achète des terres et développe la Pichonnière. Il y fait creuser des fossés, tracer des chemins, construire des bâtiments. Les cachets gagnés au cinéma repartent dans les clôtures, le bétail et les chevaux. En une dizaine d'années, le domaine approche les 300 hectares. On y compte environ 230 bovins et une quinzaine de chevaux de course. Ce n'est plus une résidence de vedettes. C'est une exploitation. Quand il quitte Paris, Jean Gabin abandonne les costumes, les loges et les projecteurs. Il enfile des bottes. Il traverse les herbages. Il surveille les bêtes. Il veut être jugé sur ce travail-là. Être éleveur est un vrai métier, dira-t-il. Derrière le nom connu de toute la France se tient alors un autre homme, Jean Moncorgé. Un homme qui ne cherche pas seulement le silence de la campagne, mais une place parmi ceux qui vivent de la terre. Pourtant, cette terre devient plus chère. Des jeunes agriculteurs peinent à s'installer. Dans les villages voisins, la fortune de l'acteur attire les regards. Certains voient un éleveur passionné. D'autres, une célébrité parisienne capable d'acheter ce qui leur échappe. Peu à peu, les deux images cessent de se confondre. À l'écran, Gabin incarne l'homme du peuple. Dans l'Orne, on commence à lui rappeler qu'il vient d'ailleurs. Et bientôt, au milieu de la nuit, des centaines de paires de bottes prendront le chemin de la Pichonnière.